Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, alliance électorale en République démocratique du Congo. À quelques mois des élections, le mouvement pour la libération du Congo et le parti Lumumbiste unifié s'unissent pour une candidature unique à la présidentielle de décembre 2018. Au Kenya, les exportations de thé vers le Pakistan en baisse, conséquence des normes sanitaires plus strictes imposées aux exportations par les autorités pakistanaises. Et la deuxième phase du programme d'urgence de développement communautaire est lancée au Sénégal. 300 postes de santé devraient être construits durant cette année 2018. À quelques mois des élections, l'heure est aux alliances en République démocratique du Congo. Le mouvement pour la libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba s'allie au parti Lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga. Les deux formations envisagent de présenter une candidature unique lors de la prochaine présidentielle. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les partis politiques se positionnent en vue des élections programmées pour le 23 décembre 2018. C'est le cas du mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et le parti Lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga qui projettent de s'unir et présenter une candidature unique à la présidentielle prochaine. Le système électoral congolais est bâti en sorte que aucune personne, aucune personnalité, aucun parti, aucune tribu ne puisse à lui tout seul vaincre. C'est le système de la proportionnelle. Cela nous oblige, avec l'introduction, bien qu'elle contestée, mais qui est devenue le droit positif congolais, du seuil. Nous avons l'obligation de nous regrouper. Les partis d'Antoine Gizenga, qui a été une formation politique importante au sein de la majorité présidentielle, se sont lésés de ne pas obtenir le soutien de la famille politique du chef de l'État. Selon certaines sources, son soutien à Joseph Kabila lors de 2 précédentes élections était conditionné par l'appui à sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour bon nombre d'observateurs, l'alliance Palou-MLC est contre nature vu la distance de leur idéologie respective. C'est une alliance contre nature et ceux qui le disent n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que ce soit le MLC, que ce soit le PALU, ils ont trahi leur philosophie, ils ont trahi leur doctrine, leur idéologie politique. On ne peut pas comprendre au nom de quoi les libéraux peuvent faire alliance avec les socialistes. C'est une seconde tentative qui refait surface entre les deux partis. En 2006, Jean-Pierre Bemba avait sollicité sans obtenir le soutien des patriarches Antoine Gizenga. Ce dernier avait plutôt porté son soutien à Joseph Kabila. Si beaucoup se réjouissent de ces rapprochements, les observateurs, tenant compte des enjeux de l'heure, doutent encore de la capacité de l'opposition à renverser la vapeur et réussir l'alternance dans un contexte où l'opposition qualifiée de plurielle ne montre pas encore une volonté de s'accorder pour une candidature unique. L'égalité dans l'héritage est un droit et non une faveur. Telle était la revendication des femmes tunisiennes lors d'une marche organisée ce 10 mars à Tunis, la capitale. Pourtant prévue dans la constitution post-printemps arabe, cette disposition peine à être appliquée dans le code successoral du pays, souvent considéré comme un modèle d'avancement dans le droit des femmes. Ashley Duprat. C'est l'un des derniers bastions du patriarcat contre lequel les femmes tunisiennes ont foulé le pavé le samedi 10 mars. Organisée par plusieurs associations de défense des droits des femmes, cette marche dénonçait le manque d'égalité homme-femme sur la question de l'héritage, une question sur laquelle le droit tunisien avait déjà statué. Nous avons une constitution qui déclare que l'État est civil, mais tout le monde sait que notre peuple est musulman. Et nous ne voulons pas aller dans les réformes qui choqueraient le peuple tunisien. Mais il faut que nous disions que nous allons vers l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. Une égalité qui peine à être appliquée dans le code successoral du pays, malgré la constitution post-printemps arabe qui pourtant prévoit l'égalité des genres face à l'héritage. Bien qu'une première proposition de loi ait été étudiée en 2016, les hommes héritent actuellement de manière systématique du double que les femmes. Si toutefois la révision du code successoral venait à être appliquée, elle pourrait présenter de nombreux avantages. D'abord,
retour, il pourrait contribuer à l'économie des femmes elles-mêmes parce que nous avons, par exemple, dans le sud du pays, dans les régions les plus pauvres, les femmes ne méritent pas du tout. Pour l'économie générale du pays, vous savez, les femmes, elles supportent l'économie du pays. Dans l'agriculture, par exemple, 90% des ouvriers sont des femmes et en même temps, elles ne méritent pas de la terre. Seulement 12% de femmes ont des terres. Vous voyez, elles travaillent la terre mais sans l'hériter du tout. La Tunisie s'avance néanmoins vers la fin du débat, créé par le gouvernement afin de réformer les lois, directives et autres textes entravant les libertés des femmes. La Commission pour les libertés individuelles doit statuer sur la question d'ici juin 2018. Principal produit d'exportation entre le Kenya et le Pakistan, le thé est en perte d'influence. En janvier 2018, les revenus de la vente de thé kenyan vers le Pakistan ont chuté de 50%, une baisse attribuable aux normes sanitaires plus strictes imposées par les autorités pakistanaises aux importations. Nathalie Mo. Les exportations du thé kenyan vers le Pakistan ont baissé de moitié en janvier 2018. En effet, les bénéfices liés à ces échanges sont passés de 7,4 milliards de shillings en janvier 2017 à 3,7 milliards de shillings cette année. D'après la direction du thé au Kenya, les Pakistanais manifestent quelques incertitudes vis-à-vis de la qualité du thé kenyan. En mai 2017, des aflatoxines cancérigènes ont été détectées dans une cargaison. Conséquence, des tests préalables ont été exigés avant toute exportation de thé kenyan vers le Pakistan. La baisse des recettes d'exploitation qui crée un déficit de la balance commerciale et une réduction des réserves de change nécessaires à la régulation du taux de change. Un niveau de devise élevé détenu par une banque centrale permet de maintenir la monnaie locale à une valeur capable d'assurer la compétitivité d'une économie. La mesure de contrôle imposée par le Pakistan a été levée le 2 février, une embellie espérée par les producteurs kenyans. Cependant, le Kenya doit encore améliorer les conditions de culture et de conservation de ses produits destinés à l'exportation. En assurant un meilleur suivi des marchandises, notamment le thé, le pays pourrait reconquérir son marché le plus important. Le Pakistan importe en moyenne 24 millions de tonnes de thé d'origine kenyane. Comme c'est les exigences qualitatives, c'est-à-dire les normes sanitaires qui constituent la raison principale de la baisse des exportations, que ce soit un prétexte ou pas, il va falloir que les agriculteurs se conforment. Mais pour cela, ils devront faire face à des coûts de production supplémentaires. Donc je pense qu'une subvention de l'État pour la campagne de 2018 serait salutaire. Le thé kenyan a perdu sa place dans les principaux marchés asiatiques, notamment en Iran et au Pakistan. Sur le continent, ses échanges avec le Soudan ont baissé de 30% en un an. Au Sénégal, le programme d'urgence de développement communautaire entre dans sa deuxième phase. Cette année 2018, 300 postes de santé devraient être construits sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Ce projet qui promeut la couverture maladie universelle nécessite 300 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Le programme d'urgence de développement communautaire va construire pour cette année 2018 300 postes de santé à travers le Sénégal. Ceci dans le cadre de sa deuxième phase qui a démarré par un appui de 5 milliards de francs CFA sur les 15 milliards annoncés par l'État. Les postes de santé auront, selon les autorités, un impact positif sur la carte sanitaire du Sénégal. Aujourd'hui, le premier impact, c'est que nous avons identifié les besoins en matière de postes de santé. Et avec ces 300 postes, le président règle tous les besoins prioritaires. Donc, ça veut dire 45 à 50% des gaps que nous avons identifiés seront réglés par ces 300 postes de santé. Donc, ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, il y aura 1 500 000 habitants qui vont avoir accès plus facilement à un poste de santé. C'est extrêmement important. Donc, 1 500 000 Sénégalais vont avoir accès au service d'une sage-femme, au service d'un poste d'un infirmier dans des distances raisonnables. Ces nouveaux postes de santé vont aussi continuer d'apporter leur contribution au renforcement du système de santé et à la promotion de la couverture maladie universelle au Sénégal. 300 postes à créer, nouveaux postes. Nous pensons aussi qu'il y a presque autant de postes à réhabiliter. Parce qu'il faut aussi que l'existant qui est disponible, que l'existant donc fonctionne. Si l'existant ne fonctionne pas, aussi, même si on réalise encore 1000 postes complémentaires, on aura des difficultés.
Et surtout, le focus devait être mis sur les ressources humaines et sur les équipements. Lancée en juillet 2015, la première phase du programme d'urgence de développement communautaire est arrivée à terme en février 2018. Ainsi, la deuxième phase de ce programme qui a démarré a besoin d'une enveloppe financière de 300 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.